Et on termine donc avec Véronique Jérôme. Salut Véronique, Stéphane. Politologue, cofondatrice d'Élections Scope. Même chose, qu'est-ce qui t'intéresse dans le résultat de ces élections, Véronique? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, la stratégie. En même temps, je suis polito-économiste, donc j'ai aussi... On va en parler. Voilà, une veine... Bon, bah alors attends, rentrons tout de suite dans le truc. J'ai commencé avec Dominique Régnier. Dominique Régnier qui, en gros, sans le dire comme ça, mais dit faire campagne sur l'économie, ça a été une grosse erreur. Il fallait faire campagne sur ce qu'il appelle, lui, le patrimoine immatériel, sur les valeurs, sur le vivre ensemble, sur la sécurité, sur l'ensemble de ces sujets-là. Voilà. Et 7% de taux de chômage, une inflation 2 fois inférieure en France à ce qu'elle est dans les autres pays européens. À aucun moment, le président de la République n'a réussi, visiblement, à en avoir le crédit, alors que les résultats sont quand même spectaculaires, même s'ils nous coûtent une fortune. Ouais, qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a plusieurs choses. It's the economy stupid, c'est toujours l'économie. Et l'économie, quand on pense aux élections, il faut penser à l'économie. Quand on pense à l'économie, il faut penser aux élections. Il y a toujours un impact parce que finalement, l'électeur, il est contribuable, il est chef d'entreprise. Tu ne peux pas avoir de meilleurs résultats que ceux qu'Aline Macron, là, au moment de ces élections. Alors, et pourtant, il n'arrive pas à avoir une majorité absolue. Voilà, il aurait pu avoir un meilleur résultat en termes électoraux. Mais sur l'économie, peut-être qu'il y a un écart entre la réalité des chiffres et le ressenti. Peut-être aussi qu'il y a des éléments qui font qu'il y a un manque de crédibilité. Parce que le soutien politique, il est manquant avant même qu'on ait les élections. Un président qui vient d'être élu et qui n'a pas d'état de grâce, qui est à 41% de satisfaits, et donc à 53% de mécontents, parce qu'il y a un petit écart, mais qui a plus de mécontents que de satisfaits, alors qu'il vient d'être élu. Là aussi, il y a un problème, puisqu'il y a une majorité, normalement, qui se porte sur le candidat que l'on élit. Et le lendemain, il doit avoir les mains libres. On est en plein mariage, on est en plein état de grâce. Et donc, il en profite, il met en place ses réformes, etc. C'est ce à quoi il pouvait s'attendre, d'autant que, normalement, les élections législatives sont des élections, comme le disait fort bien Jean-Luc Parodi, des élections de confirmation, voire d'amplification. Là, ce sont des élections de correction. Si on regarde un peu les choses, il y a une correction. Enfin, on n'est qu'à l'aube du premier tour, attendons le second tour. Mais avec Bruno Jérôme, Élections Scope avait fait un modèle, a fait tourner un modèle qui a tourné très longtemps, puisqu'on a publié en 97 une prévision qui avait été réalisée en 96 et qui annonçait qu'en cas de législative, la droite perdait. C'était un modèle qui annonçait le pire. Les sondages, à cette période-là, pensaient que la droite pouvait être élue. Donc, Polsel in France, c'est un élément qui avait montré que le modèle avait des capacités à trouver des éléments explicatif. Qu'est-ce qu'il disait là, le modèle? Le modèle, ce qu'il disait, c'est pas de majorité... 2022, mais sur 2022, pas de majorité absolue. Pas de majorité absolue pour le camp d'Emmanuel Macron. Malgré ses résultats économiques. Oui, parce que finalement, c'est un peu un effet de compensation. Quand ça va mieux sur le plan du chômage, les électeurs regardent ailleurs et se disent, mais finalement, la guerre en Ukraine, le quoi qu'il en coûte, la facture qui s'alourdit, l'inflation qui revient au galop, parce que finalement, on pourrait même se faire une bataille de chiffres. 5,2 à fin mai en glissement, mais si on regarde les chiffres que l'on donne à l'Union européenne, c'est l'indice des prix harmonisé, c'est 5,8. Donc là, on ne peut pas dire. Et quand on entend... Oui, mais le reste de l'Europe est à 8, Véronique. Mais mais nous, on a mis le prix pour ça. On a quoi qu'il en coûte. Et l'Europe nous rattrape. Les pays qui sont bien aujourd'hui ne seront plus demain, ça on peut le garantir. Il y a des prévisions qu'on peut faire sans trop de problèmes. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette espèce d'apostasie du politique, essaie de nous dire, comme essayer de le faire à la fois Éric Woerth ou Bruno Le Maire, de dire, mais faut pas s'affoler, c'est pas grave. Les problèmes budgétaires dans la bouche d'Éric Woerth, dans la bouche même d'Éric Woerth, ça paraît irréaliste. L'invention du déficit en dynamique. On ne peut pas imaginer qu'il suffit de décréter. On fait des effets d'annonce, on décrète. Et j'ai l'impression de retourner quelques années en arrière avec François Hollande, qui avait commencé par du déni, qui ne voulait pas voir la réalité, je vais inverser la courbe du chômage, etc. Enfin bon, là, c'est un autre débat, mais je vais inverser, qui a mis au défi l'Union européenne en présentant des comptes qui n'étaient pas aux normes, et qui, au final, a fini par le dédit. Attends, Véronique... Et on est dans cette idée-là. Mais tu crois qu'il y a une angoisse de la dette au sein de la population, là, aujourd'hui? Non, mais c'est pas ça qui explique les mauvais résultats du président. Il n'y a pas d'angoisse de la dette, il n'y a pas d'angoisse du budget, il y a l'angoisse du lendemain. C'est le réel, la réalité. Les électeurs ont un côté court-termisme, on ne peut pas leur reprocher. C'est de voir le pouvoir d'achat. Aller dans n'importe quel hypermarché, vous voyez bien que les étiquettes commencent à flamber. En plus, on voit aussi de petites pénuries qui mettent dans cette idée, dans cette ambiance de « ça va mal ». Et ça, ce ressenti,
il peut pas être traduit autrement. Et là encore, les électeurs ne regardent pas les comptes de la nation, de l'INSEE, pour attendre à la fin du trimestre. Donc eux, ils ont un ressenti. Et leur ressenti, il passe par que faire demain. Et ce que l'on voit aussi, ça veut dire, ils épargnent plus. Oui, non seulement ils consomment moins parce qu'il y a de l'inflation, mais ils épargnent. Ça veut dire que cette histoire de pouvoir d'achat, parce que c'est plus une histoire. T'es toujours perdant en fait. C'est un roman. Mais oui, mais c'est un roman. Et à faire campagne là-dessus, t'es toujours perdant. Mais bien sûr. Surtout quand t'es aux manettes. Bah bien sûr, on te reprochera toujours de ne pas en faire assez. Mais on peut jamais gagner. Enfin, c'est ça. Le marché, il y a offre et demande. Donc, et l'État, il est des deux côtés du marché. Il peut gagner parce qu'en tant qu'emprunteur, il se dit finalement, il y a l'érosion monétaire avec le taux d'inflation qui érode le taux d'intérêt. Mais il va aussi devoir se poser la question de l'indexation des revenus sur l'inflation. Et là, l'indexation, il n'y coupera pas. D'ailleurs, ça commence avec les retraites. Jean-Luc Mélenchon, il joue sur du velours, parce qu'il commence à envoyer des chiffres. Quand on envoie les chiffres du SMIC, etc., et qu'on dit qu'il faut un rattrapage. Alors, c'est pas... Je dire les choses clairement, c'est pas complètement irréaliste. Et ceux qui nous écoutent, qui sont à des niveaux de salaire, quelqu'un qui gagne l'équivalent du prix d'un smartphone pour le mois, ou même pas, on ne peut pas lui reprocher de vouloir une indexation. C'est tout à fait logique. Bien sûr. C'est inévitable. Bien sûr. Après, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne laisse pas, on explique mal. On ne passe pas le message. On ne fait pas comprendre que le quoi qu'il en coûte, c'est pas de l'argent magique. On a laissé dire l'argent magique. Aujourd'hui, les réalités arrivent. Et il y a un très bon article de François Langlais dans Le Figaro, je crois, ce week-end, qui essayait de remettre un peu les choses en œuvre, de dire un peu, finalement... Milton Friedman avait raison, la politique monétariste, quand on fait marcher la planche à billets, la création monétaire, elle se retrouve dans l'inflation. La création monétaire, ce n'est que de l'inflation. Et ce que je voulais dire, j'ai bien aimé l'image qu'il avait donnée en disant, quand une voiture a le moteur qui ne fonctionne plus, ça ne sert à rien de réparer les essuie-glaces. Si le moteur est HS, réparer les essuie-glaces ne sert à rien. Et je dirais pire, là ce qu'on essaie de faire, c'est du en même temps. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'accélérateur parce qu'on ne peut pas le lâcher. On est engagé, et le quoi qu'il en coûte, on ne peut pas l'arrêter brutalement. Et en même temps, on appuie sur l'accélérateur, en même temps, on veut essayer de freiner parce qu'on se dit que le déficit, 2 fois ce qui est autorisé, pratiquement 5,6 annoncé, on ne pourra pas tenir longtemps. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de croissance et on ne décrète pas le taux de croissance. Une croissance qu'on attendait à 4%, révisée à 2,4%. On fait quoi avec 2,4 de croissance ? Ça nous éloigne un peu des élections, tout ça, Véronique. Non, mais je veux bien revenir dans les élections. Notre sujet, c'était les élections, c'était pas la conjoncture économique et encore moins l'explication de l'inflation. Parce que expliquer l'inflation par la politique monétaire, pourquoi pas ? Mais moi, ça me semble un peu court. Il y a le quoi qu'il en coûte qui a alimenté la façon dont on a... Sans doute, mais il y a énormément d'autres choses qui ont alimenté cette inflation. Sur la politique, pour vous montrer qu'il y a aussi d'économie, pour te montrer qu'il y a aussi d'économie avec la politique, c'est... La stratégie formidable de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'union. Il a fait un cartel. Il a bien compris que la stratégie, c'était d'abord de gagner les élections. Après, on fait ce qu'on veut, mais c'est d'abord d'essayer de gagner. Alors, se positionner comme un prétendant au poste de Premier ministre, ça c'est complètement... Mais je ne comprends même pas qu'on ait laissé dire des choses aussi importantes, aussi graves. Mais pourquoi ? Parce que l'électeur qui ne comprend pas tout dans le fonctionnement des législatives, etc., si on le laisse voir Jean-Luc Mélenchon dire... Élisez-moi Premier ministre. Il ne comprend pas le 3e, 4e degré. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre de degré ? Oui, on aurait pu l'élire. Enfin, si les électeurs l'avaient voulu, ils auraient pu élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, comme ils ont élu Lionel Jospin Premier ministre, comme ils ont élu Jacques Chirac en 86 Premier ministre. Sauf qu'il faut quand même un degré de crédibilité et que dans les programmes qu'il annonce, faire marcher les multiplicateurs keynésiens comme ça en mettant des hypothèses D'accord, Véronique, le sujet, quand tu disais élisez-moi Premier ministre, le sujet c'est... D'accord. Régime parlementaire, le camp majoritaire désigne son Premier ministre. On peut laisser croire que c'est le président de la République. La réalité, c'est non. Au final, ça arrivera ça, de toute Exactement. façon. Au final, parce que sinon... mais bon, on a le droit à un 49.3 et pas plus. Ce que je voulais dire sur l'union, c'est que le problème d'une union, c'est qu'elle finit toujours par révéler des aspérités, par révéler des problèmes, par révéler le fait que l'union elle est faite d'éléments hétérogènes. Et là, on a une certaine hétérogénéité au sein de la NUPS. Parce que... alors, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais on a peu de dissidents PS, ils ne sont pas très nombreux, mais ils donnent de la voix. Ils ne s'attendent pas à faire des étincelles, mais ce qui se passe maintenant, c'est que chacun se dit, bon, voilà, on est dans l'union. Chacun est dans une forme de statu quo. Et quand on a cette situation, il y a 3 réactions possibles. C'est le statu quo, c'est-à-dire je suis loyal, je vais me soumettre aux contraintes de l'union. C'est l'autre possibilité, c'est je sors, je fais des éclats, je laisse tomber, je vais en dissidence.
Et puis, l'autre possibilité aussi, c'est finalement de ne pas faire l'union. Et de faire ce qu'a fait LR, de dire, j'aurais pu faire l'union, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai peut-être plus à perdre. Mes convictions, finalement, ce qui fait ma ligne directrice. Et c'est une stratégie contre stratégie. Alors, à court terme, tu vas me dire, la stratégie d'LR, pour même pas avoir 100 députés, franchement, passer d'un peu plus de 100 députés, de 120 députés... Non, mais attends, moi ça m'intéresse ça, la stratégie d'LR. Mais la stratégie d'LR, là, qu'on le veuille ou non, Macron, c'est vers eux qu'il va se tourner pour avoir une majorité. Et dans ces cas-là... C'est le parti charnière. Le parti charnière. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a écrit le 31 mai. C'est lui qui tient une grande partie des rênes, quand même. Et c'est assez intéressant de voir finalement que LR est à la fois gagnant-perdant. Perdant parce qu'elle perd des sièges, mais gagnante parce qu'elle peut retrouver cette position de pivot, cette position de faiseur de loi. À défaut de faire les lois, elle fera le roi. Exactement. Voilà. Ça, Alors maintenant, la difficulté, ça va être d'être crédible vis-à-vis des lecteurs, de ne pas se dédire, parce que s'ils s'engagent, la parole qui est donnée, c'est de dire vous nous donnez des sièges, on sera là et on va être en contrôle de l'activité du président et on imposera. On imposera des modifications, etc. À condition qu'on puisse imposer. Parce que parfois, quand on vote un paquet de mesures, on vous dit c'est à prendre ou à laisser, ça va être compliqué. Mais là, il y a un gros problème de crédibilité. Il faut absolument, si LR veut l'emporter et veut se reconstruire, parce que sur ces bases-là, c'est plus possible, si LR veut se reconstruire, il faut qu'il prenne un engagement et un engagement crédible vis-à-vis des électeurs. 2 minutes, Véronique, 2 minutes. L'abstention, on voit beaucoup les institutions mises en cause. C'est-à-dire cette idée qu'après la présidentielle, le vote législatif a perdu de son importance. Réponse courte. Le vote législatif a perdu son importance. Alors là, il est en train de le retrouver, mais... Voilà, il y a un électeur sur deux, il y a un peu plus d'un électeur sur deux qui se dit, voilà, c'est utile, mais qui pense aussi le contraire. Mais finalement, l'abstention, ça vient aussi du fait des électeurs qui sortent. Ils sortent du jeu parce que l'offre électorale ne leur convient pas. Et elle est d'autant plus difficile à comprendre de leur part qu'elle est réduite. L'Union a réduit l'offre électorale, l'offre politique. Donc l'électeur se dit, finalement, l'électeur PS n'a peut-être pas envie de voter pour un LFI. Et ça, c'était le problème. Après, tout reste à... Intéressant, ça, personne ne parle de ça. Reste à savoir que cette union NUPES, effectivement, a réduit l'offre politique. Mais bien sûr. Si tu avais envie de voter écologiste, par exemple, tu étais obligé de voter Mélenchon. Je ne sais pas si Yannick Jadot a voté Mélenchon, on ne le saura jamais, dans le secret de l'isoloir. Et ça va se reproduire sur les duels, parce que là, on va avoir quand même un nombre conséquent de duels. Si j'ai bien entendu Jean-Luc Mélenchon hier soir, il nous annonce 500 candidats, des candidats présents dans 500 circonscriptions. Ouais. Donc si, face à un NUPES, ou face à un NUPS, j'aime pas trop le terme, enfin bon, face à un NUPS, s'il y a un LR, que font les électeurs d'Emmanuel Macron ? Voilà, donc il va falloir choisir aussi. Et à force de diaboliser, à force d'user du vote utile, Emmanuel Macron a diabolisé le RN. Maintenant, il diabolise Jean-Luc Mélenchon. Qui reste-t-il à diaboliser? À force de diaboliser, on prend le risque de rendre le diable de plus en plus, je dirais, puissant. Et peut-être un jour... séduisant. Voilà. Véronique Jérôme qui donc concluait cette émission de Bismart. On se retrouve demain. Bonne soirée à vous.